15 janvier 2021. Donc, on est pas mal à la mi-janvier, qu'on pourrait dire. Est-ce qu'il y en a qui parmi vous avaient pris des résolutions, qui avaient pris des décisions, là, des nouveaux défis pour l'année qui s'en venait? C'est une grosse mode, ça. On est plusieurs Québécois à faire ça. Mais déjà à la mi-janvier, si on n'a pas bien ciblé notre résolution ou notre objectif, déjà, ça peut commencer à être plus difficile. Je vous parle de ça, puis bon, là, ça commence un peu à s'épuiser, mais le début janvier, on est bombardé. On est bombardé de super promotions et de rabais sur la nouvelle mise en forme, la nouvelle diète, l'alimentation fonctionnelle, le nouveau programme d'entraînement XY. Et là, évidemment, ça vient avec des suppléments, avec des petites pilules, l'infolette qui lâche pas à tous les jours, puis le webinaire gratuit, puis attention, la promotion se termine dans 2 heures, tu reçois un courriel plus tard, dans 1 heure. Puis ça a l'air tellement alléchant parce que, en plus, il y a une garantie. Une garantie de satisfaction, une garantie de perte de poids. En fait, ça te fait quasiment sentir comme si tu étais un ou une tata de ne pas te joindre à ce mouvement-là. Puis on le sait, ça va par cycle, un peu comme les diètes, ça va par cycle. Donc là, pendant un moment, c'est telle ou telle approche. Là, c'est keto, selon comment on a le goût de le prononcer. Ça semble s'épuiser un petit peu, ou en tout cas, cette année, ils ont été moins agressifs avec moi, ces vendeurs et ces coachs de bien-être-là. Oh, Tania qui me dit « Aucune résolution. » Cadeau de Noël, un entraîneur, quelqu'un de certifié qui peut aider. J'adore ça, d'aller chercher du support parce que souvent, là, on a déjà une très bonne idée de ce qu'il faut faire. Je dis de façon générale, on le sait quoi faire, mais des fois, c'est dans l'application. Et c'est là que j'avais le goût de discuter de 3 types de savoir, au fond, qui sont donc le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Donc, le savoir, la première catégorie, au fond, on pourrait la définir vraiment comme l'aspect plus cartésienne, plus intellectuel de connaître, de connaissance des recommandations, connaître les mécanismes anatomiques, physiologiques, connaître le métabolisme, connaître comment le corps, comment les aliments, par exemple, fonctionnent. Donc, la catégorie savoir. Le savoir-être, évidemment, là, c'est plus complexe que ça, mais si je vous résume un peu, là, le savoir-être, comme le nom l'indique, c'est comment on va dégager le message du savoir. Donc, il y a beaucoup de traits de personnalité qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a le caractère, notre façon de s'exprimer nécessairement, parce que lorsqu'il est question de transfert de connaissances, bien évidemment, comment est-ce que la personne s'exprime, gesticule, quelles expressions, quel langage. Donc, même le choix de mots est important. Merci, Nathalie Prudhomme. J'essaie toujours de rendre ça instructif et intéressant. Donc, comment la personne va s'exprimer, ça va rentrer dans le savoir-être parce qu'un même message clé, 10 personnes peuvent avoir le même message, mais ne sera pas dit de la même façon nécessairement, ne sera pas véhiculé de la même façon. Puis souvent, au niveau du récepteur, donc la personne qui reçoit le message, bien, la personne ne le recevra pas nécessairement de la même façon. Donc, au niveau du savoir-être, bien, il y a tous les éléments de communication. Finalement, au niveau du 3e savoir, le savoir-faire. Le savoir-faire, au fond, c'est de transformer nos belles connaissances du savoir et le transposer au niveau de l'individu. Donc, de personnaliser les recommandations, de faire en sorte que ces recommandations-là, qui se veulent souvent plus grand public, qui sont généralisées,
comment est-ce que je peux faire en sorte que avec mon savoir-faire, je puisse transférer l'information de façon à ce que ce soit convenable pour l'individu, la personne, et non pas la population. Donc, de transformer ce message-là en quelque chose qui est efficace pour la personne qui est devant soi. Tu fais du bien. Oh, ben merci, Marie-Ève, merci bien. Marie-Ève qui me dit, pendant que je parle en direct, je trouve ça plus facile de faire des directs que des vidéos enregistrées. Comme ça, au pire, si je dis des folies, bah, tout le monde apprend à vivre avec, mais ça fait en sorte aussi que mes petits yeux se promènent et je fais du coq à l'âne. Bon, ceux qui m'écoutent sur une base, qui ont écouté plusieurs de mes vidéos, savent que des fois, je pars un peu partout. Mais merci, Marie-Ève, c'est gentil. Donc, pourquoi je vous parle de ces 3 types de savoirs-là? Voyez-vous, là, je reviens à mon idée. De ces 3 types de savoirs-là, savoir, savoir-être, savoir-faire. Parce que bien souvent, c'est dur comme individu de vraiment maîtriser complètement ces 3 types de savoirs-là parce que ben, c'est time consuming, comme on dit. Là, ça prend du temps pour pouvoir s'investir, pouvoir faire en sorte là, qu'on se développe au même rythme, là, que ce soit comme professionnel de la santé, que ce soit comme éducatrice en petite enfance, professeur. Dans plusieurs métiers, c'est difficile d'avoir toutes les 3 composantes. Nous ne sommes que des humains après tout. Là où je fais le pont avec les résolutions, c'est vrai en ce début d'année, mais c'est vrai en tout temps, quand il est question de marketing et de vente, souvent, la personne est excellente en savoir-être. C'est-à-dire qu'elle dégage quelque chose. Elle donne le goût de faire confiance. Là. On a le goût de croire en ses paroles, puis bien souvent, cette personne-là est très bien intentionnée, mais il faut s'assurer en même temps que la personne a le bon savoir et le savoir-faire. Parce que quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien, que quand vous l'écoutez, hey, ça me fait du bien. Excellent! Mais est-ce qu'on est sûr que les messages sont sécuritaires au sens large, mais que les messages clés ne seront pas soit complètement erronés, carrément de recevoir de la mauvaise information puis qui pourrait vous amener à quelque part à faire des modifications qui ne sont pas adéquates, ou la personne n'est pas capable de le transférer à vous, dans votre réalité, une fois qu'elle vous parle évidemment en individuel, parce que car là, il y a une différence entre un message de santé publique et lorsque la personne arrive avec ses propres défis, ses propres obstacles. Donc, je vous invite à une certaine forme de vigilance, même si au niveau du savoir-être, ça clique. Parce que c'est important que ça clique aussi. Que ce soit justement au niveau des professionnels de la santé, puis oui, je vais mettre l'accent là-dessus, parce que ce soit un psychologue, un entraîneur, un beau cadeau à s'offrir, une nutritionniste, savez-vous quoi? Même un chirurgien, l'équipe médicale, ben, c'est important, oui, évidemment, de se sentir en confiance, mais aussi de s'assurer que tout autour fait du sens pour vous. Donc, c'est un petit avertissement, mais plus en fait un appel à votre vigilance, de faire attention de toujours bien vous informer de qui vous prenez vos informations. Puis là, je ne vous dis pas ça pour que vous m'aimiez moi, là. Je vous dis ça pour que, peu importe qui vous choisissez dans votre parcours pour vous accompagner, bien que ce soit une personne qui non seulement veut votre bien, évidemment, donc qui est bienveillant, mais qui a les connaissances pour le faire. Parce que des fois, une des choses qui me tracasse quand je vois sur les réseaux sociaux, dans ma boîte de courriel, des messages que je peux recevoir, c'est à quel point il y a un écart important entre les connaissances et ce que la personne dégage. Puis ça, je trouve ça inquiétant parce qu'à quelque part, on joue sur la santé physique, mais on joue aussi sur la santé mentale. Et santé mentale, bien sûr, au sens large, je ne suis pas en train de dire que ça crée des pathologies, là, comprenez-moi bien, mais ça peut quand même faire des dommages importants, puis ces cicatrices-là peuvent être longues à porter.
Donc, je vous invite fortement à regarder le bagage, demander à la personne justement quel est son parcours professionnel et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter au fond dans votre processus à vous. Parce que, puis là, deuxième partie de ce petit vidéo, je voulais, oui, en effet, en profiter pour vous annoncer aussi une nouvelle de moi à mon côté. Là, je vais parler un petit peu plus de moi, ça se peut que ça en intéresse moins, c'est correct, vous pouvez arrêter la vidéo à ce moment-là. J'en profite parce qu'il y a eu quand même une belle augmentation des personnes qui suivent notre page, ma collègue Stéphanie Thibault et moi-même, donc sur la page de la chirurgie bariatrique, parlons-en. Puis je voulais en profiter, oui, pour moi me présenter. Et j'ai une petite nouvelle, même pour ceux qui me connaissent, il y a quelque chose de nouveau dans mon parcours professionnel. Donc, bon, je l'ai mentionné en début de rendez-vous, oui, en début de vidéo. Je m'appelle Évelyne Bergevin. Je suis nutritionniste diététiste et donc membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, donc l'OPDQ. Ce qui fait en sorte, entre autres, que j'ai un code de déontologie à suivre, j'ai de la formation continue à suivre, et ce, depuis que j'ai gradué de l'Université de Montréal, donc de la faculté de médecine bachelière en nutrition. Donc, ça va faire bientôt une quinzaine d'années maintenant. J'ai le petit cheveu blanc, là, c'est ça. Depuis une quinzaine d'années maintenant là, que je suis graduée. Suite à mon baccalauréat, dans mon cas, j'ai décidé de poursuivre avec un diplôme d'études supérieures. Initialement, j'avais choisi une maîtrise travaux pratiques, donc une maîtrise où est-ce que j'allais pouvoir mettre en place un protocole de recherche. Pourquoi? Parce que dès que j'ai gradué, puis en fait même avant de graduer de mon bac, je savais déjà que je voulais travailler en chirurgie bariatrique. Je le savais tellement que bien que je sois initialement une étudiante de l'Université de Montréal, mon dernier stage comme nutritionniste clinicienne, j'ai fait le choix de déménager 5 semaines à Québec pour aller à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, où est-ce qu'à l'époque, l'équipe la plus complète, la plus multidisciplinaire, voire interdisciplinaire, existait au niveau de la chirurgie, ce qui a impliqué au fond que j'ai été admise à l'Université Laval pour un stage, ce qui était, selon ma coordonnatrice de stage à l'époque, une première interuniversitaire au Québec, parce que pour moi, c'était une évidence que si je voulais faire un stage, je voulais en retirer le plus possible. Donc déjà, mon dernier stage de 5 semaines, moi, je ne connais pas un chat dans la ville de Québec. Je suis sûre qu'il y a plein de belles personnes, mais je ne connaissais personne à l'époque. Je me suis donc loué une chambre dans une petite maison à quelques pas de l'Institut de cardio. Et bref, je passais mes semaines là parce que tant qu'à être là, j'étais là pour apprendre tout ce que je pouvais. Mais en revenant donc dans mon patelin, c'est-à-dire à Montréal, j'ai décidé justement de poursuivre mes études au niveau supérieur parce que je voulais tellement travailler en chirurgie que je ne voulais pas attendre d'obtenir suffisamment d'ancienneté pour obtenir un poste parce que, bon, dans le réseau de la santé, ça fonctionne encore principalement, pas toujours, mais principalement par ancienneté et non pas par compétence. Alors, je m'étais dit, je vais essayer d'aller chercher une expertise pour accélérer mon ascension vers un poste en chirurgie bariatrique. Donc, à l'époque, j'ai commencé à travailler sous la supervision de Dr Dominique Gravel, qui était à l'époque le recteur de la faculté de nutrition. Je dis que j'ai commencé à ce moment-là parce que finalement, en cours de route, après quelques mois, je touche du bois, j'ai eu le privilège d'être à la bonne place au bon moment et Dr Steve Miller, qui est un chirurgien de l'équipe de Drummondville présentement, ouvrait une clinique au privé à Montréal et se cherchait une nutritionniste qui justement pouvait compléter son équipe parce que Dr Miller croyait beaucoup au plus-value, à l'apport qu'une nutritionniste pouvait avoir au sein d'une préparation et d'un suivi en chirurgie bariatrique. Alors, j'ai transformé ce qui devait être une maîtrise en travaux pratiques en diplôme d'études supérieures en psychologie du mangeur.
Donc, j'ai modifié mon choix de cours pour aller chercher le plus de composantes, entre autres au niveau de l'entretien motivationnel, au niveau de la psychologie de la santé, le comportement du consommateur, parce que pour moi, manger, c'est beaucoup plus que manger des protéines, des glucides et des lipides. C'est beaucoup plus que manger l'aliment, c'est tout ce qui tourne autour. Donc, avec ce diplôme-là en poche et justement l'expérience que je prenais au privé, j'ai quand même eu l'occasion d'explorer différentes voies en nutrition parce que pour moi, c'était aussi important de développer différentes sphères. Autant je savais que je voulais travailler en chirurgie bariatrique, je ne savais pas quel volet je voulais que ça prenne exactement. Je ne voulais pas trop m'éloigner non plus du domaine hospitalier parce que là-dessus, je suis un petit peu nerd. J'ai toujours beaucoup aimé, au niveau de la pharmacologie, tout ce qui est les molécules en lien avec le diabète. Là, je sais, oui, je pourrais vraiment mettre j'ai toujours été un petit rat de livres là-dessus. Donc, toutes les molécules pour la gestion du diabète. Donc, oui, les molécules PEROS, donc les médicaments, mais comment leur fonctionnement, les inhibiteurs de DPP4, le GLP1. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre, justement, je vous avais dit, là, dans le réseau public, on ne choisit pas nécessairement sur quel poste on va être attitré. Puis, j'ai eu l'occasion de travailler dans un centre d'expertise en gestion des maladies chroniques. Et à l'époque, c'était le diabète et l'hypertension, les deux maladies chroniques qui étaient acceptées dans le programme. Alors là, c'est sûr que je me suis imbibée de tout ce que je pouvais et était capable de connaître en termes de diabète, puis justement, donc les différentes molécules. Donc, c'est pour ça que des fois, quand en rendez-vous, on me parle de le Saxenda, par rapport au Victoza, puis toute la médication qui peut être reliée aussi à la gestion de poids, bien, par la bande, par mes années de pratique en gestion de maladies chroniques, c'est des molécules que je connais bien et que je connais leur fonctionnement. Donc, j'ai eu l'occasion à la fois de pratiquer à ce niveau-là, plus en lien avec des maladies chroniques. Et en même temps, pourquoi pas? Eh bien, je travaillais dans un gym, comme plusieurs nutritionnistes Nautilus Plus l'ont fait. Toute la gang, on passe par là. Donc, Nautilus Plus, pour ne pas le nommer, où j'avais justement un lot de clients, justement, qui avaient déjà une motivation d'améliorer leurs habitudes d'activité physique, améliorer leurs habitudes alimentaires, puis bien, parce qu'on n'avait pas à rechercher d'une certaine façon la clientèle, ça me permettait de me concentrer sur l'individu dans le bureau en même temps que moi ou qu'on allait marcher en même temps sur le tapis roulant et donc de m'exposer à justement la richesse de travailler avec des kinésiologues, avec des entraîneurs, la combinaison justement que ça pouvait, à quel point la pertinence justement d'allier saine alimentation et le fait de bouger, comment on pouvait optimiser les résultats aussi. Il faut savoir qu'éventuellement, mon poste dont je vous parlais dans le réseau de la santé en maladies chroniques, on a eu l'opportunité d'élargir, entre autres parce que je le répétais souvent à mes gestionnaires, qui fut très ouverte et surtout très patiente parce que je peux être insistante par moment, d'accepter l'obésité morbide comme une maladie chronique, bien que ce ne l'était pas encore reconnu formellement au Canada. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait déjà pris une position à cet égard. C'est seulement en août dernier, en août 2020, que l'obésité a été reconnue comme une maladie chronique. Mais moi, il y a de ça déjà quelques années, je militais pour l'accès aux soins aux personnes qui le souhaitent, bien évidemment, parce que pour moi, c'est très important. Le poids d'un individu ne devrait jamais justifier l'imposition d'un traitement, l'imposition de changements comportementaux ou encore moins se faire imposer la chirurgie bariatrique. Non, mais chez quelqu'un qui souhaite avoir de l'information crédible, fiable, quand je parlais de savoir un petit peu plus tôt, là, de connaître les avantages, mais les risques aussi. Mais j'ai voulu à ce moment-là qu'on puisse s'impliquer le centre d'expertise en prévention et gestion des maladies chroniques au niveau de l'équipe de chirurgie bariatrique et parce que
ma gestionnaire a eu cette ouverture-là et que les cartes se sont bien placées et des fois, le casse-tête se met en place, eh bien, il y a eu des heures qui ont été attribuées. Puis quand je vous parle de ce poste-là, je parle du CIUS du nord de l'île de Montréal. Donc, il y a des heures qui ont été attitrées autant avant et après la chirurgie bariatrique. Et je pense réellement qu'il va y avoir une progression de l'offre de service au cours des prochaines années. Donc, j'étais détentrice de ce beau poste-là à 4 jours semaine et en cours de route, j'ai eu le privilège de devenir une maman. Donc, ça m'a fait un temps mort, si on veut, un arrêt au niveau là, de ma carrière, de mes projets professionnels. Et durant ce congé-là, c'est sûr que pour tous ceux d'entre vous qui sont devenus parents, bien souvent, ça amorce une réflexion, une révision des priorités. Puis, bien que je sois retournée sur mon poste pendant un moment, plusieurs le savaient, j'avais pris un congé sans solde, une sabbatique, pendant un an, en janvier dernier. Et donc, je devais retourner sur mon poste pas plus tard que cette semaine. Donc, à mon poste 4 jours semaine dans le réseau de la santé à Montréal, avec entre autres l'équipe de bariatrique, mais toute l'équipe là, de prévention. Et puis, cette semaine, quand je vous parlais que j'avais une petite nouvelle à vous annoncer, j'ai pris, ma décision, je l'avais cogitée depuis un moment, disons-le, mais cette semaine, j'ai envoyé ma lettre de démission, donc au CIUS. Je ne suis donc plus au sein de l'équipe de chirurgie bariatrique de Sacré-Cœur formellement. Je suis toujours une employée du CIUS, mais je ne suis plus détentrice de poste à compter de cette semaine. Donc, je ne retournerai pas. Donc, il y a certains de mes anciens clientes que je ne reverrai plus. Ça faisait déjà un an que vous m'aviez vu quitter, mais j'ai pris la décision de ne pas y retourner. Et ce, entre autres, pour m'investir encore plus dans les beaux projets de Nutri Sans Chichi, pour me donner, entre autres, la flexibilité et la folie de faire, non pas ce que je veux, partir comme une tête pas de poule, mais de développer au rythme qui me convient des outils que je trouve pertinents, sans passer par une hiérarchie administrative parfois plus lourde. Et en aucun cas, je veux que ça soit perçu là, comme une attaque du réseau de la santé, mais force est d'admettre qu'il y a des défis organisationnels et que bien que je sois patiente, des fois, ça va pas assez vite à mon goût, là. Donc déjà, avec Stéphanie, ma collègue, plusieurs le savaient déjà, on a déjà eu l'occasion de sortir une diète de préparation, donc la fameuse diète pré-op avant la chirurgie. Donc, on vous propose une alternative là, qui est disponible sous forme de livre électronique, une diète de progression, donc les fameuses 4 premières semaines après la chirurgie. Quoi manger, quelle quantité, ça serait quoi la structure idéale, ça aussi sous forme de livre électronique. On a nos 2 formations en ligne préenregistrées qui sont disponibles en tout temps sur le site. Donc, le premier sur comment optimiser sa chirurgie bariatrique qui est pertinente avant et après, là, dans les premiers mois qui suivent la chirurgie bariatrique, ou encore si on veut revoir toutes les bases. Notre formation préenregistrée aussi sur le regain pondéral lorsqu'on atteint là, un plateau à long terme, lorsqu'on regagne du poids. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le concret? Évidemment, on offre des consultations individuelles. Il y a la possibilité, et ce, à partir de vendredi prochain. Donc, vendredi prochain, j'animerai mon premier atelier de soutien en ligne. Donc, un beau groupe qui, je l'espère, sera complet. Je pense qu'il restait 3 places. Donc, l'atelier qui va avoir lieu vendredi, le 22 janvier à 11h30 sur les peurs qui suivent une chirurgie bariatrique. Donc, j'ai ciblé là, différentes peurs suite à des commentaires de mes clients, de mes clientes qui revient régulièrement. Et l'atelier de soutien, je veux une place
un endroit sécuritaire où est-ce que les participants pourront échanger et normaliser certaines émotions suite à la chirurgie, comment ils se sentent. L'obsession de la balance, l'obsession de la perte de poids, l'obsession de la protéine. Je pense aux peurs aussi de se réalimenter plus normalement. Il y en a qui ça prend du temps avant qu'ils remangent parce qu'ils ont peur des effets secondaires. Donc, il y a différentes peurs comme ça qu'on va aborder. Puis, je vais vous guider là, dans ces réflexions-là. Puis, je vous parlais de l'importance du savoir, savoir-être, savoir-faire. Puis moi, s'il y a bien quelque chose que la vie me montre, c'est que j'ai beau être experte en nutrition, voire même experte en chirurgie bariatrique, je ne suis pas experte de vous comme individu. Donc, oui, évidemment, je considère que j'ai un très bon savoir en ce qui entoure là, la chirurgie. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de faire de la formation continue. Ce n'est pas un défi du tout à ce niveau-là. Donc, au niveau de mon savoir, puis même de mon savoir-faire, je pense que mon expérience de clinicienne parle beaucoup. J'ai pas peur non plus de demander conseil auprès de collègues et de demander l'opinion, toujours en maintenant la confidentialité, évidemment. Mais quand je suis hésitante, là, je vais demander. Au niveau du savoir-être, bien ça, souvent, je le dis, ça clique ou ça clique pas. Hein? On a chacun des personnalités, on a chacun une façon de s'exprimer. Ça, il y a juste vous, au fond, qui pouvez déterminer si ça me convient ou ça me convient pas. Puis à ce moment-là, que ce soit moi ou une autre, comme je vous le mentionnais, assurez-vous, oui, de vérifier ses connaissances, ses compétences, mais d'aller chercher du support quand vous en avez besoin. C'est pas vrai que c'est facile, ces gros changements-là. Oh! Sophie qui me dit qu'il va être présente vendredi prochain. Hey, j'ai hâte de te voir. Mais tout ça pour dire, je sais que c'est un sujet, dans plusieurs de mes vidéos, je reviens là-dessus, mais je crois tellement à l'importance du support qui peut prendre 1001 formats. Puis c'est pour ça, justement, qu'on propose plein de types de services différents. Les ateliers en ligne, la formation, l'atelier de soutien en ligne, donc en personne interactif, la formation préenregistrée, les suivis individuels. On offre différentes possibilités. Et bientôt, mars 2021, notre premier livre à Stéphanie et moi sur le sujet de la chirurgie bariatrique. Puis là, j'ai vu pendant que je vous parlais que j'avais un courriel de la maison d'édition qui est rentré. J'ai vu ça apparaître sur mon téléphone. Donc, mars 2021, ce beau livre-là va être disponible. Alors, on essaie de créer justement différents services pour votre bien-être. Allez chercher ce dont vous avez besoin. Puis des fois, nécessairement, ça prend un petit temps d'arrêt pour camper ce qu'il y en est. Donc, que ce soit en personne, en lecture, en ligne ou autre, j'espère avoir le privilège de vous accompagner dans votre beau parcours. Je suis maintenant... J'ai abandonné mon poste, je ne suis plus détentrice de poste dans le réseau, j'ai brisé mes chaînes et je vais continuer à vous offrir à la fois, j'espère, on parlait tantôt de contenu intéressant et interactif, pertinent, j'espère que ce sera toujours le cas dans votre perception à vous du moins. D'ailleurs, j'ai sorti 2 nouveaux blogs en 2021